Bonjour à tous, merci d'être fidèles à La Voix est libre. La semaine dernière, la campagne pour la primaire à l'UMP à Lyon était au cœur de l'émission. Cette semaine, c'est la campagne tout court, la rurale, la véritable, qui est à l'honneur. Pendant 40 minutes, nous parlons agriculture avec mon invité. Il s'appelle Jean-Luc Flogère. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu à la tête de la Chambre régionale d'agriculture en mars, la consécration pour un militant syndical de longue date. Vous êtes toujours président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, membre de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, majoritaire dans la profession. Et je ne l'oublie pas, vous êtes aussi viticulteur installé à Valvinières, au sud de l'Ardèche. Il y a quoi? Il y a, disons, 10 jours, vous étiez dans le journal régional pour nous parler de ce printemps pourri et de ses conséquences. Le printemps est toujours pourri. J'imagine que la situation ne s'arrange pas pour les agriculteurs. Non, la situation ne s'arrange pas, ça devient de plus en plus inquiétant parce qu'on a un excès d'humidité et du froid. Il fait très très froid, les nuits sont très fraîches. Pour vos vignes, par exemple? Pour la vigne, le problème qu'il y a, c'est que ça ne pousse pas. Les branches ne poussent pas, mais bon, il n'y a pas encore de dégâts. Par contre, là où il y a des dégâts, c'est sur les fruits. Cerises, elles éclatent, le peu qu'il y a éclate. Il y a eu une très mauvaise pollinisation parce qu'avec le froid... Les abeilles n'ont pas pu faire leur boulot. Les abeilles n'ont pas fait leur boulot. Donc les ruches ne sont pas pleines de miel, bien au contraire. Et puis les abricots fruits, aussi. Abricots, pêche, etc. On a des inquiétudes. Et un gros problème, c'est pour les éleveurs, le manque d'herbe qu'il va y avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'herbe et on va manquer d'herbe. Parce qu'elle est en train de pourrir sur pied. Ils ne peuvent pas la récolter. L'agriculture en Rhône-Alpes se caractérise par une grande diversité des productions. Le lait domine, suivi par la viticulture et l'élevage hors sol. Le secteur emploie 74 400 actifs, soit un peu plus de 2,7% de la population active. Un quart des chefs d'exploitation sont des femmes. Un chef d'exploitation sur deux a moins ou plus de 50 ans. Le chiffre d'affaires de l'agriculture en Rhône-Alpes, aide comprise, avoisine les 4 milliards 100 millions d'euros, soit à peu près 2% de la richesse régionale. Voilà pour les chiffres clés, comme on dit. Pour le menu de La Voix est libre, il sera question du blues des paysans, des attentes du consommateur, et puis après le flash de midi, il y aura Paul Satis. Bonjour Paul. Bonjour, le métier d'agriculteur, ça a eu payé, mais ça paye plus, paraît-il. On verra, Olivier, que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais ça dépend de ce qu'on cultive. Merci Paul, et bien non, vous mettez de l'eau à la bouche. Un syndicat s'est fait remarquer lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, c'était en janvier. Remarqué en raison de sa progression, 2e au niveau national, 3e en Rhône-Alpes. Il s'agit de la coordination rurale, une organisation créée en 1992 en réaction à la réforme de la politique agricole commune. On la classe parfois à droite. Son président régional est avec nous ce matin, Jean-Louis Augier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi, j'ai oublié de le dire, et c'est important, arboriculteur à Sessuel en Isère. Vous êtes dans l'opposition à la FNSEA. Qu'est-ce qui vous oppose le plus, justement ? Alors, bonjour, je vous remercie de nous avoir invités, ça fait plaisir. C'est la première fois, donc on a noté et on a apprécié l'invitation. Alors, ce qui nous oppose le plus à la FNSEA, c'est depuis 20 ans, on a 20 ans d'existence, c'est que nous, on travaille pour les agriculteurs et la FNSEA travaille pour l'agroalimentaire. Voilà. Donc, c'est l'opposition principale qu'on a. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui nous opposent, quoi. Eh bien, le débat est lancé. Donc, la FNSEA, vous travaillez pour l'agroalimentaire. Oui, comment travailler pour les agriculteurs et ne pas travailler pour l'agroalimentaire aussi ? Je veux dire, agriculteur, c'est pas une fin en soi. Nous sommes là, avant tout, pour nourrir les populations. Nourrir les populations, on ne les nourrit pas en produits bruts. Donc l'agroalimentaire, c'est toute la transformation, c'est toute la mise en marché, et ça fait partie de la chaîne de l'alimentation. Donc il faut travailler pour les agriculteurs, et ça, je crois qu'on travaille tous pour les agriculteurs, heureusement, et on travaille également pour l'agroalimentaire, parce qu'on a besoin d'avoir dans nos départements, dans notre région, des entreprises agroalimentaires de qualité pour maintenir le travail. Alors, la différence qu'il y a, c'est que, bon, vous travaillez pour l'agroalimentaire, pour tout ce qu'il y a, mais ce qu'il y a, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, ne retrouvent plus leur compte, non plus les prix qui couvrent les charges, n'ont pas des prix de revient. Et nous, notre principal enjeu de bataille, c'est les prix de revient sur n'importe quoi que ce soit, que ce soit sur les céréales, que ce soit sur le lait, qui est une situation très préoccupante aujourd'hui. Pour les producteurs de fruits, voilà, il y a à peu près 20 ans qui sont en crise. Et bon, il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent, notamment en production fruitière.
Si je reformule ce que vous venez de nous dire, c'est que vous accusez d'une certaine manière la FNSEA d'avoir aussi fait le jeu, on va dire, des intermédiaires de l'agroalimentaire et de ne pas avoir suffisamment résisté finalement à un certain nombre de choses, de décisions qui ont été prises ailleurs. Bah, bien sûr. Et le dernier exemple qu'on a, et la preuve qu'ils ne nous ont pas suivis tous, c'est en 2009, quand les producteurs de lait ont fait la grève du lait. La FDSEA n'a pas donné aucune consigne pour faire la grève du lait. Et ce jour-là, si les producteurs de lait s'étaient tous associés en tout, ils faisaient plier les industriels. Et là, on avait des chances de pouvoir avancer dans la défense professionnelle. Mais, le mais qu'il y a, pourquoi ils n'ont pas fait la grève, c'est le problème coopératif. Voilà. Je ne sais pas si c'est le problème coopératif. Sur la grève du lait, on peut y revenir. Mais d'abord, la FNSEA ou les jeunes agriculteurs ne défendent pas les prix. Attendez, on est tous dans ce schéma-là. En attendant tout à l'heure, j'avais une minute, je regardais la presse agricole, JA. On veut des prix pour nos produits. Maintenant, c'est le titre des jeunes agriculteurs. Donc moi je veux bien que vous me disiez qu'on ne défend pas les prix, mais c'est la base de tout. Le prix est la base de tout. Alors si on ne se l'était pas dit, je vous le dis, même à la télévision, ça ne me pose aucun problème. Par contre, ne pas avoir participé à la grève du lait, peut-être que la forme de la grève n'était pas forcément celle que attendaient les agriculteurs. Je pense que là, ça a fait beaucoup discuter de ne plus donner le lait, d'aller le jeter dans les champs. C'était pas forcément une image très très heureuse. Hein. Mais, disons que la grève du lait, ça a été une manière forte de dire aux industriels, on ne peut plus vivre, il nous faut de l'argent. Il faut que vous payiez nos produits. Et vous n'avez pas suivi. C'est bien beau d'y écrire en première page, on est pour des prix et tout. Mais aujourd'hui, on constate, et puis je vais vous rappeler une loi qui a été votée en 58, 56, la loi Laborde, qui indexait les prix agricoles. Elle a été abrogée en 58 avec l'avenue du général de Gaulle. Et depuis, vous vous êtes jamais battu pour des prix agricoles. C'est une façade, mais derrière, il n'y a rien. Donc on peut pas accepter ça, c'est tout. J'entends que vous ne l'acceptez pas. Moi, je ne partage pas ce que vous dites. Hein. Si les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles ne se battent pas pour les prix, vous m'expliquerez pourquoi ils se battent. Quoi. C'est la base de notre métier. Est-ce que aussi, vous abordiez la question de la Chambre d'agriculture, est-ce que vous avez, parce que je lis régulièrement votre presse, et notamment pour préparer cette émission, la coordination rurale critique aussi le fait que souvent la FNSEA est présente dans un certain nombre d'organismes, et vous dites, en gros, ce syndicat verrouille tout. Oui, là, on le constate depuis toujours. Hein. La FNSEA, bon, ils ont 60 ans d'existence. La Confédération paysanne, ont 35 ans à peu près, et nous, on n'a que 20 ans. Et aujourd'hui, que ce soit dans les départements ou à la région, c'est verrouillé. On n'a aucune place, on n'est pas attiré, on est rejeté. Quoi. Les 3 membres de la coordination rurale qui sont à la région sont revenus le premier jour. Vous dites à la région, c'est à la Chambre régionale que vous présidez. Ouais. Oui, c'est bon, dans chaque département, il y a... Mais bon, le scrutin ne va pas, il n'y a pas une représentation, disons... homogène du vote des agriculteurs. Parce que bon, là, c'est malheureux à dire, mais bon, on a eu une forte abstention aux dernières élections, et c'est quand même à peine 50% d'agriculteurs qui ont voté. Donc aujourd'hui, la FNSEA, avec les JA, hein, ça fait 2 syndicats qui en font qu'un. JA, les jeunes agriculteurs, ouais, les jeunes agriculteurs ne représentent que 25% des agriculteurs, quoi. Cette question de la représentativité, M. Flogère. Moi, je veux bien que nos collègues de la coordination rurale souhaitent être majoritaires dans la Chambre d'agriculture et dans les chambres régionales en faisant 15 à 20% des résultats, mais ça ne suffit pas pour une majorité. Quoi, hein. Alors, effectivement, le nombre des votants a un petit peu baissé. Attention, pour une élection professionnelle, vraiment, les sélections en chambre d'agriculture, à 57-58% de participation. Vous ne l'aviez pas vu venir quand même, cette baisse assez forte, parce qu'elle a quand même... J'ai les propos du président de la Chambre régionale de l'Ain qui disait, en gros, on aura, quelques semaines avant le scrutin, on aura à peu près la même participation. Et là, pour le coup, ça a quand même été moindre partout en France, du reste. Hein. Oui, elle traduit une problématique de mal-être, hein, de difficulté, c'est clair. Est-ce que ça ne traduit pas aussi... le sentiment peut-être d'être pas bien représenté, pas bien accompagné par les chambres d'agriculture aujourd'hui? Ce que je vous dis, vous êtes en train de me dire que les gens qui sont élus sont ceux qui ne représentent pas forcément très bien. Ils sont quand même élus. Je pose une question. Non, mais j'entends votre question et je vais essayer d'y répondre. Ils sont élus à un suffrage universel, avec une majorité conséquente. Il y a eu des améliorations de fait pour faire en sorte que les syndicats dits minoritaires soient un petit peu plus présents.
Là-dessus, c'est pas la FNSEA qui fait la loi, vous le savez très bien, quoi. Donc, on en est là. C'est pas la FNSEA qui fait la loi, je suis désolé. Bon, j'ai des responsabilités nationales. On constate que la FNSEA, en haut lieu, a des pouvoirs immenses. Et moi, je pense qu'un ministre, quand il arrive rue de Varennes, il a l'aval du président de la FNSEA, et en principe, il va chercher sa feuille de route rue de la Baume. Hein. Oui, C'est souvent ça. Là, on est dans l'image complètement. Hein. Franchement. Oui, mais c'est la réalité sur le terrain, c'est ça le problème. Vous croyez que le dernier ministre qui est de l'Agriculture, il prend l'aval rue de la Baume, comme vous dites, à la FNSEA. Là, c'est fini le monde des bisounours. Ouais. Sur la politique agricole commune, messieurs, il y avait un conseil agricole quasiment passé inaperçu, si je puis dire, dans la presse. C'était cette semaine à Dublin, donc en Irlande, où on va régler les derniers détails, puisque vous savez que la loi doit être votée, en tout cas la réforme de la PAC doit être votée avant la fin du mois de juin. Sur la PAC aujourd'hui, quelle est la position de vos deux organisations syndicales ? Peut-être un mot en rétro-pédalage sur la PAC. C'est une des seules politiques déléguées à l'Union européenne. Donc ça explique aussi l'importance de la politique agricole commune. Et dans les années 60, la PAC elle a été faite pour deux choses. La première chose, c'était créer les conditions de l'indépendance alimentaire. Après-guerre, le souci, c'était de faire manger. Ça s'est pas trop mal passé. La deuxième, c'était d'assurer une régulation des prix, tant au niveau des agriculteurs qu'au niveau des citoyens consommateurs. Ça aussi, ça s'est pas trop mal passé. Troisième niveau d'aide, c'est des aides à l'exportation pour situer une Europe. Monsieur Flogère, aujourd'hui, la critique principale, c'est sur la répartition des aides, on le voit bien. Alors je passe sur le fait que chaque pays, en gros, veut récupérer la plus grosse part du gâteau, soyons clairs. Mais la question de la répartition des aides pose aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui. En tout cas, question sur le fait que finalement, on a l'impression que c'est les plus riches qui profitent le plus des aides européennes aujourd'hui. Mais la région Rhône-Alpes est tout à fait d'accord à un rééquilibrage. On ne fait pas partie des régions. Moi, je suis dans un département, l'Ardèche, je vous garantis que, et en plus dans une filière, la viticulture, où on n'a pas d'aide directe. Mais moi, ce qui m'ennuie sur les aides européennes, c'est qu'on continue à être dans une logique où on ne fait pas payer à la ménagère et on fait payer aux contribuables. C'est catastrophique. C'est la même personne, quoi. Hein. Donc, on tient des prix bas. Et on donne une aide par derrière. C'est pas ce que réclament les agriculteurs. Les agriculteurs, ils veulent des prix pour vivre décemment de leur métier, pour vivre décemment de leur travail. Monsieur Augier. Alors, l'Europe, c'est bien. C'est notre marché, c'est le marché européen, c'est pas le marché mondial. Ce qu'on a fait, s'il y avait vraiment une politique européenne à faire, ce serait une politique européenne. Aujourd'hui, on est dans une politique mondialiste. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que vous oubliez, vous, à la FNSEA, c'est que l'Europe a toujours été déficitaire. Aujourd'hui, il y a eu un rapport qui a été fait en 2008, c'est le plus récent, on est déficitaire de 45 milliards de dollars d'importation, la balance commerciale, ce qui équivaut à la surface, pratiquement, de la surface agricole française. Voilà ce qui manque pour l'Europe pour qu'elle soit auto-satisfaisante au niveau consommation. On comprend bien, ça veut dire qu'en gros, on exporte, c'est ça, d'autres pays, en tout cas à l'extérieur de l'Union européenne, qui viennent des pays tiers, afin d'assurer en fait notre alimentation. Donc nous, ce qu'on veut se battre, c'est pour rééquilibrer un peu les choses, de manière que l'Europe soit véritablement autosuffisante. Et il y a énormément à faire. Mais là, on sent très bien qu'on n'est pas défendu au niveau international et au niveau européen, quoi, et notamment par la FNSEA, parce que la FNSEA travaille au niveau du COPA-COGECA et tout. Je ne pense pas qu'on ait un grand écart de vue sur ce point-là. Je pense qu'il ne faut pas s'en limiter à l'Europe. Le marché, il est mondial. Le marché, il est mondial, attention. Hein. Et avec... non, mais la problématique aujourd'hui, c'est 7 milliards d'êtres humains dans le monde et un petit milliard qui ne mange pas à sa faim. Et ça empêche qui de dormir, ça ? Eh bien, ça devrait empêcher plus de monde. L'indépendance alimentaire au niveau mondial, c'est une question capitale que nous aurons à traiter dans les semaines qui arrivent. Merci beaucoup, M. Augier, d'être venu sur le plateau de la Voix Libre. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon courage, je sais, pour les travaux qui vous restent à faire, parce que c'est le début de la saison. Donc là. Et maintenant, je vous propose de faire parler les consommateurs, c'est-à-dire vous, nous, à travers un micro-trottoir, comme on dit dans notre jargon. Bien sûr, cela n'est pas un sondage d'opinion. Néanmoins, vous allez voir que les connaissances des consommateurs sur les fruits et légumes laissent parfois, à désirer. C'est un tournage que nous avons réalisé ce mercredi dans une grande surface du centre commercial de La Part-Dieu à Lyon. La question est simple, quel est le fruit de saison ? Parce que j'ai plus trop de saison, du coup, je sais pas, moi je sais plus trop. Les fraises, le melon,
Il y a le raisin, moi, que je peux acheter le plus, les bananes. Quelle que soit la saison. Ah oui, quelle que soit la saison, oui. La pêche, je dirais. Les mangues, j'aurais pu vous répondre. Les oranges, oui, mais les cerises, non. Je dirais la cerise. À quelle époque de l'année on récolte les pommes? Au mois de mars, avril peut-être. Les pommes, en principe, c'est en automne, mais il y en a toutes les saisons avec les frigos. Hein. Quel est votre premier critère de choix quand vous achetez du fruit et légumes? Le prix, oui. L'aspect. Le prix, un peu quand même, mais pas. C'est beaucoup l'apparence. La catégorie, le prix et puis la provenance aussi. S'il y a du soleil, genre l'Espagne, le Maroc. C'est-à-dire que j'achète très peu de fruits et légumes en supermarché. C'est plutôt au marché, j'ai trouvé. Ça, je sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, pas du tout. C'est un légume. Je me doute que c'est un légume, mais peut-être que ma fille saurait. Marlène, tu sais peut-être ce que c'est, non? Je sais pas. Je sais pas. Je vous donne un indice, on l'emploie aussi pour désigner un mauvais film. Un mauvais. Réflexion. Ben, ça nous choque, mais c'est la réalité. Enfin, je pense que vous n'avez pas truqué le reportage. Ah non, je n'ai pas Voilà. truqué, j'essaie d'équilibrer. Donc c'est la réalité. Ça veut dire qu'on a une population, des citoyens, qui s'éloignent de plus en plus du site de production. Moi, si j'avais un message à dire ce matin, mangez Rhône-Alpes. Mangez Rhône-Alpes, vous avez des produits, mais il faut que nous, les producteurs rhône-alpins, on communique avec vous. Quand vous dites communiquer, c'est-à-dire il faudrait aller quoi dans les écoles? Il faut commencer par les écoles. Vous C'est faites vrai. ça, la Chambre d'agriculture, justement? Oui, on en fait un petit peu. Il faut qu'on en fasse plus. Il faut commencer par les écoles. Beaucoup plus, j'ai l'impression quand Oui, même. beaucoup Hein. plus. Un sondage, Mais- vous avez vu, la semaine dernière, disait 87% des enfants ne savent pas ce que c'est qu'une betterave. Mais la première des communications, c'est la saison. La saison des produits. Vous avez demandé quel est le fruit de saison, on vous a répondu tout et n'importe quoi. Je veux dire, attendez, les fraises en rayon à Noël, ça ne choque personne. Les bilans carbone de ces produits-là sont catastrophiques. On va se prendre la tête sur d'autres choses, mais ça ne nous pose pas de problème. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de catastrophique. Réapprenons les saisons, réapprenons le goût des fruits, et vous allez voir qu'on va y gagner du bonheur. Dernière question, il y a quelqu'un qui parlait de l'apparence. On a l'impression parfois aussi qu'on est plus soucieux de l'apparence d'un fruit, d'un légume, finalement, que de son goût, de sa provenance. Vous savez, on commence à manger avec l'œil, puis avec le nez. L'odorat, la vision, l'odorat, ah c'est sympa, ça sent bon, et on a envie, ça développe toutes les papilles gustatives. Donc il faut que l'œil soit beau, il faut que le fruit soit beau, il ne faut pas forcément qu'il soit On est énorme, bien d'accord qu'un fruit beau, c'est pas forcément un fruit bon. c'est pas forcément un fruit bon, mais ça peut être beau et bon. Donc du coup, on se dit toujours, est-ce que votre boulot, c'est de correspondre toujours en fait aux attentes du consommateur? C'est d'écouter le consommateur, mais c'est aussi de travailler à son éducation, et ça c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Mais nous avons une région Rhône-Alpes qui est merveilleuse. De la Pointe de l'Ain au sud de la Drôme et de l'Ardèche, vous avez les fruits et légumes de tout le pays. C'est extraordinaire, profitons-en. Vous avez compris, hein, je ne reçois pas le directeur régional du tourisme en Rhône-Alpes. C'est une réalité méconnue, même si on vous en a régulièrement parlé dans nos journaux régionaux. C'est chez les agriculteurs que le taux de suicide est le plus élevé, 3 fois plus que chez les cadres, sans parler des dépressions, de cette souffrance en silence qui touche de plus en plus d'exploitants. C'est pour leur venir en aide qu'une viticultrice du Beaujolais a fondé en 1990 une association d'aide aux agriculteurs en grande difficulté. Annie Jambon est avec nous ce matin. Bonjour madame. Bonjour, messieurs. Vous continuez votre travail aujourd'hui avec Solidarité Paysan. Est-ce qu'il y a plus de cas qu'avant? Oui, oui, oui. Surtout, enfin, moi, je vais parler tout particulièrement de la région que je connais, puisque je suis viticultrice en Beaujolais. Et le Beaujolais, depuis, on va dire, 10 ans, une bonne dizaine d'années, est véritablement en souffrance. En souffrance et... Les chiffres, malheureusement, c'est peut-être ce qu'on connaît le moins, parce que c'est très très difficile en fait de déterminer les agriculteurs en difficulté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on est en difficulté? Quand est-ce qu'on se porte bien? Enfin, je veux dire, ça, ces chiffres-là sont très difficiles. Vous avez à peu près, vous me disiez, 4 ou 5 cas que vous suivez régulièrement par an. Vous êtes une soixantaine, 90 à peu près cas sur le département du Voilà. Rhône. En ce moment, là, en 2002, on a les chiffres 2012, puisque 2013 est en route. Donc, on est sur une centaine d'exploitations suivies par Solidarité Paysan Rhône. Est-ce que les personnes que vous suivez, ces cas sont plus graves qu'avant? Oui et non. Oui et non. On va dire qu'avant, on avait vraiment des situations qui étaient plutôt des situations conjoncturelles. C'était des gens qui vraiment ne s'en sortaient pas pour des raisons précises
peut-être de maladies, d'échecs, ou alors d'addiction, d'échecs de culturel, enfin voilà. Donc en fait, on avait vraiment des cas spécifiques, parce que depuis 90, existait une commission qui s'appelait la commission agriculteurs en difficulté, tenue par le ministère de l'Agriculture, la DDA à l'époque, Direction départementale de l'agriculture. Donc voilà, on suivait déjà peut-être par an déjà 20-30 situations. Donc c'est de là que m'est venue cette énergie pour suivre cette situation, parce que on ne peut pas laisser les gens... les documents administratifs ne suffisent pas à soutenir un agriculteur. Dépression, alcoolisme, voilà. Divorce parfois, c'est divorce, aussi... mévente, peut-être aussi parfois impayés, de gros impayés, et souvent tout en même temps. En fait, c'est-à-dire que c'est souvent une cascade. Et puis ça commence, on ne peut pas payer, on emprunte, on se surendette, voilà. Un commentaire? Le commentaire, on est en plein dans la même optique. Il y a un problème avec des agriculteurs qui sont de bons agriculteurs souvent, qui ont des difficultés financières, et puis c'est parti, quoi. Et si nous ne mettons pas en place des moyens pour les accompagner, mais d'abord pour les détecter. La première difficulté, c'est la détection. Vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui bout dans la marmite de votre voisin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'il a fermé sa porte, on ne connaît pas son compte en banque, on ne connaît pas sa problématique. Et des fois, c'est pas simple. Alors, dans tous les départements aujourd'hui, dans le Rhône et puis dans les autres départements de Rhône-Alpes, les chambres d'agriculture ont mis un petit peu le pied à l'étrier pour essayer de rassembler un réseau d'informations. Par le banquier, par les différents points là où on peut voir des clignotants. Et puis, souvent, avec les MSA, dont le social, c'est le Mutuelle sociale agricole, notre organisme de protection sociale, avec des fonds du Conseil général, des conseils généraux, on apporte une aide là-dessus. La détection, vous me disiez, quand on préparait l'émission, l'important c'est d'ouvrir la porte. Une fois qu'elle est ouverte, on va dire que quasiment le chemin est fait, presque le plus dur est fait, en tout cas sur... Oui, et c'est pratiquement... Enfin, c'est pas possible d'aller nous-mêmes frapper, pas plus les uns que les autres. On ne peut pas frapper et lui dire on sent que tu n'es pas très bien, hein, donc on vient de voir. Ça, c'est pas possible et ça marche pas. Par contre, quand il arrive, l'exploitant arrive à nous appeler, les uns ou les autres d'ailleurs, ça commence souvent par l'assistance sociale d'ailleurs, ou peut-être parfois c'est le banquier qui nous appelle, qui dit écoutez là, ça va pas passer, s'il n'est pas soutenu, ça marchera pas. Ou parfois, c'est le centre de gestion qui, lui, voit les bilans catastrophiques s'amonceler et se dit « ça ne va pas passer ». Enfin voilà, donc on est interpellé par ces gens-là en général. Vous n'avez pas d'argent, soyons clairs. Pas de financement. Enfin, Par contre, des financements un peu, enfin on expliquera ça tout à l'heure. vous donnez du temps, vous donnez de l'écoute, vous donnez aussi de l'expérience pour justement parfois aller voir un banquier. Tout à fait. En fait, donc on est bénévole. Hein. Là, sur le Rhône, par exemple, on est 60 bénévoles. Et le fonctionnement de Solidarité Paysan, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est des leurs. C'est très important pour eux. C'est-à-dire qu'on parle le même langage et on n'arrive pas, comment dire, comme une organisation syndicale ou comment dire, professionnelle, une chambre d'agriculture, un technicien. On n'a pas ce regard-là, cet aspect-là en tout cas déjà. On a l'aspect d'être comme eux. Et on comprend parfaitement pourquoi ils souffrent et ce qu'ils ont. Donc le contact passe en général très bien. Et souvent, pour nous, bien sûr que le côté technique, le côté financier sont là, mais on va d'abord regarder l'homme et la femme, la famille. Et souvent, cet homme qui trébuche, où plus rien ne va, où le banquier ne comprend rien, où la MSA, il y a trop de dettes, le technicien de la chambre, il n'y comprend rien. Enfin, c'est tous des gens qui ne comprennent plus rien à lui. Et nous, on peut arriver avec des yeux neufs en lui disant « Écoute, on va faire quelque chose ensemble, on va réfléchir ensemble. » Est-ce que d'une certaine manière, Solidarité Paysan ne remplit pas un vide parce que dans vos statuts, à la Chambre d'agriculture, il y a aussi la notion d'accompagner les agriculteurs? Ah oui, tout à fait. Ils ne remplissent pas forcément un vide, puisqu'ils ont peut-être été à un moment déclencheurs quand il le fallait, puisque bon, tous les départements aujourd'hui ont démarré avec des formes un petit peu similaires, mais nous travaillons à côté, en partenariat, et ce n'est pas un souci, il n'y a pas une concurrence. Je voudrais revenir un tout petit mot sur les moyens. Les moyens, je les ai cités, beaucoup de bénévolat, c'est important, très très important, un petit peu les chambres d'agriculture, un petit peu les MSA, un petit peu les conseils généraux. On avait une aide conséquente de l'Union européenne, par le FSE,
le Fonds social européen. 2013, moins 60% sur l'aide du FSE pour cette action-là. C'est catastrophique. À la limite, si quelqu'un m'entend de l'Union européenne, qui nous explique comment on va faire demain. C'est un budget qui est important et qui est nécessaire. Il ne faut pas qu'on le supprime. Alors comment on fait ? Juste, Monsieur Flogère, ce que renvoie en tout cas Madame Jambon, c'est aussi le temps passé, l'écoute, parfois sortir aussi de ces bureaux, de la technicité pour être dans une approche qui est plus une approche, on va dire, sociale et humaine. C'est ce que j'entends dans ce que vous nous dites ce matin. Voilà, je veux dire que c'est pour ça que les techniciens de chambre d'agriculture, avec toute leur bonne volonté et leur connaissance, ne peuvent pas remplacer l'accompagnement bénévole. Parce que d'abord, alors premièrement, on ne coûte rien, ni à la société, ni à l'agriculteur, ce qui est un bon avantage. Et puis, je veux dire que vraiment, on se comprend. Est-ce que vous pouvez nous dire si parfois vous êtes arrivé trop tard, vous êtes arrivé dans des situations où finalement la désespérance était telle que vous ne pouviez plus rien faire ? Non, ne pouvoir rien faire, non. Non. Alors le trop tard, il est très discutable. On arrive toujours trop tard, dans le sens qu'on est interpellé trop tard. Ça veut dire que c'est toujours trop avancé, l'enfoncement des dettes, la difficulté est trop tard. Hein. On serait beaucoup plus efficaces les uns et les autres si on arrivait plus tôt. Après le trop tard définitif, où on peut parler suicide et compagnie, malheureusement, ça nous est aussi arrivé. C'est-à-dire que des situations qu'on était à la veille de suivre, c'était trop tard. Est-ce que vous avez eu affaire, Monsieur le Président, à des cas aussi d'amis à vous qui se sont retrouvés dans ces situations de désespérance ? Oui, malheureusement, c'est dramatique. Hein. C'est tragique parce que, vous savez, ce sont des hommes ou des femmes qui ont tout donné, qui sont allés au bout de leur idéal d'être agriculteurs et puis qui, à un certain moment, c'est plus possible. Je pense qu'il faut aussi expliquer à nos téléspectateurs, c'est parfois une histoire familiale qui peut aussi se terminer, c'est-à-dire que c'est un héritage qui s'est transmis sur plusieurs générations, qui a un attachement à la terre. C'est des moments d'angoisse terribles, ça se comprend. Mais il faut surtout pas opposer dans notre propos les bénévoles et puis les techniciens, qu'ils soient de MSA ou de Chambre d'agriculture. On a besoin des deux, parce qu'il y a aussi des dossiers à monter, il y a un plan de financement, de redressement, un accompagnement. Parce que vous savez, au bout d'un moment, quand vous êtes dans la détresse, dans le désarroi, vous avez besoin de toutes les parties qui viennent vous aider. Madame Jambon, pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Je précise, parce que c'est important, vous étiez avant syndiqué à la FDSEA, pour ne pas citer, vous étiez aussi à la Chambre d'agriculture. Pourquoi vous avez fait ce choix finalement ? En plus, c'était tôt, en 1990. Aujourd'hui, on en parle, on commence véritablement à prendre conscience du problème, mais en 1990, c'était très tôt. Alors pourquoi vous avez commencé ? On faisait déjà partie, donc... nous étions quelques-uns de la Chambre d'agriculture du Rhône à être délégués à cette fameuse commission agriculteurs en difficulté de la DDA. Et puis, on s'est très vite rendu compte que derrière ces fiches, parce que c'était vraiment des fiches, on voyait des fiches, monsieur endetté. On dit, mais c'est pas possible. Qui est-il ? Pourquoi ? Comment ? Donc, en fait, très vite, on était deux, tout particulièrement, et pour ne pas le cacher, de deux syndicats opposés. Opposés, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? De deux syndicats, moi, FDSEA, lui, Confédération Paysanne, mais de même, comment dire... Sensibilité, et puis la même envie d'aider les agriculteurs, que je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique pour aider les autres. Enfin, je veux dire, surtout pas. J'allais dire surtout pas. Donc, en fait, on est partis tous les deux, bras dessous, presque, pratiquement, et on s'est dit, on va y aller, on va commencer. Et là, j'avoue que je me suis heurtée assez à la Chambre d'agriculture du Rhône à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas eu moyen de faire une commission agriculteurs en difficulté à la Chambre à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que c'était encore peut-être débutant, et voilà. Vous voulez me poser une question ? Oui, je voulais terminer parce que le temps avance et c'est bientôt sûr, midi, le journal de midi. Vous avez apporté un poème, vous m'avez demandé si vous pouviez en lire quelques strophes. Est-ce que vous l'avez avec vous ? Alors, je l'ai avec moi. Poème qui vous a été adressé par une personne que vous avez suivie, justement. Il est très émouvant puisque c'est en fait le remerciement d'une viticultrice. Est-ce que vous pouvez nous en lire une strophe, s'il vous plaît ? Je veux le lire entier, mais il est court. Malheureusement. Oh non, on n'a pas le temps, c'est vrai. Une strophe, s'il vous plaît, Madame Jambon. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors, on va quand même deux. Je vais en lire. Bon. Je vous raconterai ces hommes et ces femmes accrochés à leur terre d'un labeur infini. Depuis plusieurs générations, servant le bonheur et la gratitude de la terre. Puis je vous parlerai de ces mots qui changent leur monde. Surface, rendement, prêt, agio, découvert, intérêt. Ils étaient paysans, ils sont devenus exploitants.
Il fallait faire entrer le cercle de la nature dans le carré des banques. Merci beaucoup, Sa Madame petite Jean. conclusion, non? Elle conclut par... Merci, c'est Non, midi. c'est midi. Alors, Paul merci. Satis, on va le retrouver Au revoir. juste après le flash de midi. Paul est là. Encore une fois, Annie Jambon, merci beaucoup d'être venu témoigner sur le plateau de La Voix Libre. Tout de suite, vous retrouvez le flash de midi. Pardon pour ce retard. Il est présenté par Sylvie Bosquero. Bonjour Sylvie. Donc vous pensez bien à la phrase, hein, mes amis? Merci Sylvie, le retour de l'info bien sûr ce soir dans le 19-20. La voix est libre de Jean-Paul Flogère. Jean-Luc Flogère, excusez-moi, voilà, je ne suis pas du tout concentré, qu'est-ce qui se passe? Donc président de la Chambre régionale de l'agriculture et maintenant c'est le face-à-face avec Paul Satis qui va venir nous rejoindre. Bonjour Paul. Bonjour. Ça va? Bonjour. On va commencer comme on fait traditionnellement avec une phrase. C'est une phrase signée de Monsieur Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui date de février. 40 centimes par jour, c'est le coût pour chaque Français de cette politique agricole commune. C'est le coût pour eux de l'accès à un prix raisonnable à une alimentation de qualité. Vous avez dit tout à l'heure, on fait payer la ménagère au lieu de faire payer le contribuable. On fait payer le contribuable au lieu de faire payer la ménagère. En réalité, c'est les deux, surtout, qui payent pour cette politique agricole commune. Oui, ce sont les deux, mais on tire les prix bas sur les produits agricoles. Et tout à l'heure, avec M. Augier, on tenait le même discours, le prix des produits agricoles est beaucoup trop bas, quoi. Quand on pense qu'il suffirait que chaque litre de lait soit vendu 2 centimes de plus en magasin pour que l'agriculteur perçoive 30 centimes pour 1000 litres de lait. Et ça ne nous connaît ses comptes. Il n'est pas bas pour tout le monde, parce qu'il y a un rapport qui a fait beaucoup parler, c'est le rapport Agreste de décembre 2012 sur les revenus agricoles, que vous connaissez certainement. Oui. Le revenu agricole, donc par agriculteur, est de 36 500 € par an en moyenne, ce qui est pas mal quand on sait que le SMIC, lui, il est à 13 500. Vous citiez les éleveurs. Pour les éleveurs, ce sont un peu les smicards de l'agriculture, puisque eux gagnent assez peu d'argent. C'est 13 500 € en moyenne, 15 000 € plutôt en moyenne, alors que les céréaliers sont à près de 80 000 €. Cette année-là, c'est vrai. Les céréaliers, il y a Un quelques directeur années... de banque est moins payé qu'un céréalier. Non. Comment vous avez obtenu ce chiffre? Vous savez ce qu'il y a dans le chiffre? Vous allez nous le dire. Il y a les décapitalisations, il y a tout un tas de chiffres. Il ne faut pas confondre les chiffres d'agriculture avec le revenu net à la fin du mois. N'importe combien que vous gagnez, ça n'a rien à voir avec ce chiffre qu'on annonce. Et tous les ans, on perd tous les citoyens en disant « en fin de compte, ils se plaignent ». Mais de quoi se plaignent-ils? De quoi vous plaignez-vous? Alors, Avec 80 000 € par an. Qu'est-ce qu'elle venait faire, Madame Jambon, là, en disant « il y a de la détresse ». Non, pour les éleveurs, on le comprend. Pour les viticulteurs, pour certains viticulteurs aussi. Pour les laitiers, là, on parle des céréaliers. Non, attendez, les céréaliers, en 2012, effectivement, ont eu une revalorisation du prix des céréales qui a été importante. Et ça, il ne faut pas le... Et ils ont reçu 15 milliards d'aides, hein. Ça c'est mes notes, et encore c'est des chiffres de l'Union Européenne qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. 10 000 personnes, 10 000 agriculteurs se sont partagés 15 milliards. C'est ça qu'on n'arrive plus à comprendre. Mais personne n'arrive à le comprendre. Quand on demande une indexation des aides européennes sur les prix de vente, on n'arrive pas à être entendu là-dessus. Et ça, je pense que c'est une erreur, sincèrement. En fait, c'est simple. L'aide européenne, c'est à l'hectare ou à la tête de bétail. On a un hectare, on touche une partie des aides européennes sont à l'hectare ou à la tête. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des subventions européennes pour des gens qui n'ont pas besoin, comme la reine d'Angleterre ou le prince Albert de Monaco, qui sont des exemples vous alliez me parler de la reine d'Angleterre et amusants. Mais malgré tout, c'est vrai, ils touchent quand même bien de l'argent de l'Europe. Là, on est tous unanimes pour dire qu'il y a erreur de casting, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la négociation entre les États qui se déroule aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, et comment des organisations syndicales peuvent peser, notamment peuvent peser au niveau européen? Comme tous, les organisations syndicales, les chambres d'agriculture, notre rôle est aussi de faire du lobbying, c'est-à-dire de rencontrer des députés européens, de travailler avec eux, de leur expliquer. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Pas assez bien. Qu'est-ce qui bloque là-dessus? Parce qu'on vous accuse régulièrement de cogestion avec l'État, en disant, voilà, la FNSEA, en gros, quelle que soit la couleur politique, de toute manière, elle va toujours être bien avec l'État. Ça, il faut qu'on soit fort pour co-gérer quelle que soit la couleur politique, mais je ne suis pas convaincu que ce soit ça. Travailler avec le pouvoir en place, c'est évident.
Il y a un suffrage universel qui élit des députés, qui nomme après derrière, ça fait un gouvernement, etc., qu'il soit à droite, à gauche, au milieu ou ailleurs. Quand vous êtes président de chambre d'agriculture, établissement consulaire, vous travaillez avec ces gens-là. C'est logique. Si c'est ça la cogestion, on est tous... Monsieur Flogère, les céréaliers qui touchent ces aides agricoles, on parle de céréaliers parce que c'est évidemment le cas le plus spectaculaire, bien que vous défendez tout le monde, ce sont aussi vos adhérents. Tout à fait. Est-ce que vous défendez le fait, comme disait Olivier, que par exemple 80% des aides aillent à 20% des exploitations qui sont celles de vos adhérents? Non, mais là-dessus, vous avez raison. Vous mettez le doigt là où ça fait mal. Vous avez raison, on n'est pas favorable à ce que 80% des aides aillent à 20% des agriculteurs. La seule problématique, c'est que vous oubliez de dire que 2 ans avant, le prix des céréales était beaucoup plus bas et que l'aide était vraiment indispensable. Entre-temps, la politique agricole européenne ne s'est pas retournée plus vite que le marché. C'est-à-dire que le marché s'est enflammé, le prix des céréales a augmenté et les aides étaient déjà prévues, elles ont continué. Est-ce que c'est un marché qui est beaucoup trop spéculatif, justement? C'est un marché spéculatif, c'est un marché mondial, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se passe à Chicago ou ailleurs, le cours du blé ou le cours du maïs. Et on n'est plus dans notre petite région Rhône-Alpes et même pas dans notre grande France. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose. La PAC, dont on parle souvent, la réforme de la PAC, c'est un mot qui revient souvent dans l'actualité. Il y a des négociations, Olivier le rappelait tout à l'heure, à Dublin. C'est quelque chose d'énorme au niveau européen. C'est le premier budget européen. 40% du budget européen va dans la politique agricole commune en 2 piliers, les aides 80% et puis le pilier d'aménagement rural qui compte pour 20%. Est-ce que l'agriculture, dans ce contexte mondial justement, l'agriculture européenne peut vivre sans un tel volume financier, alors que l'Europe a aussi besoin de travailler sur la crise économique, par exemple? Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La politique agricole commune est l'une des rares politiques européennes. Donc effectivement, ça fait des chiffres... La première, et de loin. Ah oui, tout à fait. C'est 62, la mise en place d'une politique avec une Europe à 8 à l'époque. Mais on n'est plus dans le contexte que vous rappeliez tout à l'heure de l'autosuffisance. Pas complètement d'accord. Tout le monde mange-t-il à sa faim aujourd'hui? En Europe? En Europe. Dans le monde, c'est sûr que non. Et en Europe, il y a aussi une forme de malnutrition. Attendez, il faut quand même pas se tromper. Nos rayons sont pleins dans c'est les pourtant grandes... la France qui touche le plus d'aide agricole, on est bien d'accord, hein? Oui, ça dépend aussi du volume du pays, de la surface du pays. Non, mais ne croyez pas que je suis là pour dire il faut des aides, il faut des aides, il faut des aides. Moi, je dis il faut des prix. Là-dessus, on ne semblait pas d'accord tout à l'heure avec M. Augier, on est d'accord, il faut des prix. C'est-à-dire que moi, je suis dans une filière, la viticulture. Je n'ai pas d'aide à l'hectare ni rien. On travaille bien sur nos prix. Il y a des aides à l'investissement. Parce que quand on mélange tout dans les aides agricoles et dans les aides européennes, après, au bout d'un moment, on s'y perd. Effectivement, 2 tiers des aides sont sur les aides premier pilier, qu'on appelle, qui sont des aides directes. Donc les aides directes. Oui. Ce sont des aides directes. Le reste, ce sont des aides l'ICHM, ce terme complètement barbare, c'est la compensation de handicap naturel. Indemnité, la compensation de handicap naturel. C'est-à-dire, c'est plus cher de produire du lait en Savoie que de le produire en Bretagne. C'est ce qui fait partie justement des négociations de la PAC en ce moment, cette prise en compte notamment des zones de montagne qui nous concernent beaucoup, nous, en Rhône-Alpes. Et ça, c'est fondamental, parce que si demain, plus d'aide à la compensation de handicap, tout le lait produit en Bretagne, pas très grave, mais nous n'irons plus en Savoie faire du ski, nous n'irons plus ni promener, parce qu'une piste de ski qui n'est pas broutée, c'est une avalanche derrière. J'ai une deuxième phrase à vous proposer. Elle est signée Marc Dufumier, agronome enseignant-chercheur, donc publiée dans Télérama. Malgré la crise économique, on importe 10% de produits bio supplémentaires chaque année pour pallier l'insuffisance de la production française. Donc il y a bien un marché croissant pour des produits de qualité. Est-ce que le bio est une mode ou est-ce que le bio aujourd'hui c'est l'avenir de l'agriculture? La question est très compliquée parce que le bio est un produit, est une production de qualité, pas de souci. Mode pour certains au départ pour y venir, parce que bon tiens, on va acheter bio. Avenir de l'agriculture. Attention, le printemps que nous sommes en train de vivre est en train de poser de gros problèmes à nos collègues producteurs bio. Pourquoi ? Parce que trop d'eau, donc difficulté de protéger les cultures, difficulté... Quand vous dites protéger les cultures, c'est qu'en fait il y a des maladies. Il y a des maladies. Et pas de pesticides, pas d'insecticides pour protéger. Tout à fait, voilà, tout à fait. Évidemment, c'est le propre du bio. Attendez, en France, on a un bio qui est rigoureux et qui est bien fait. Et ça, il faut le dire. Revenons sur le bio, sur effet de mode ou avenir de l'agriculture française. Je pense que le bio augmentera progressivement. Je suis inquiet dans certains secteurs. C'est spectaculaire malgré tout. 11 500 exploitations
en 2007, 23 000 aujourd'hui. On a doublé en 5 ans. Oui, tout à fait. Bon, on part de bas, certes, mais c'est le moment où ça progresse Tout en le plus restant à 3,5% à peu près des surfaces agricoles, un peu plus en Rhône-Alpes, qui est première région bio de France. On est les premiers en Rhône-Alpes. Non, mais attendez, moi le bio, c'est c'est une chose à laquelle je crois. Je crois aussi à une agriculture responsable et raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut qu'on soit capable, chaque fois qu'on va intervenir sur la plante, de choisir le produit le mieux adapté, le moins violent, etc. Est-ce que vous ne regrettez pas justement qu'aujourd'hui la politique agricole commune, pour en reparler, soutienne énormément les céréaliers? Parfois, on exporte même des céréales dans des pays du Sud. On va faire de la concurrence sur des pays en gros moins développés que la France. Et que cet argent-là n'aille pas sur des productions de qualité, vous avez employé le mot vous-même, en permettant de dire aujourd'hui, cette agriculture à deux vitesses qu'on pressent là, qu'on sent, c'est-à-dire en gros une agriculture bio de bonne qualité et puis derrière du hard discount pour les grandes surfaces, qu'on puisse justement casser cette agriculture à deux vitesses. Je ne suis pas trop d'accord sur le terme agriculture à deux vitesses. Il n'y a pas une agriculture pour les bobos. Pour les bobos, pour chez Fauchon, et puis une autre pour le hard discount. Non. Notre souci en tant qu'agriculteur, c'est en permanence de mettre sur le marché des produits de qualité gustative et de qualité sanitaire. Mais ça, c'était pas l'objectif de l'agriculture il y a encore quelques années. L'objectif était clairement productiviste. Non, parce que quand on vous a dit, dans les années 60, il faut nourrir les Français aux sorties de la guerre et compagnie, vous nous avez dit, ça c'est du productivisme. Non, attendez, il y avait des gens qui avaient faim et il fallait produire. Le discours à la FDSE, à l'agriculture raisonnée dont vous parliez à l'instant, il est quand même plutôt récent. Il est plus récent, c'est vrai. Non, mais c'est aussi qu'il y a eu une prise de conscience du côté agricole et du côté agriculteur d'un travail plus raisonné, plus raisonnable, plus durable. C'est le mot à la mode. Aujourd'hui, dans la Chambre d'agriculture, Chambre régionale d'agriculture, qui est amenée, on le sent bien, à devenir dans les prochaines années plus importante que ce qu'elle est maintenant, parce que notamment un certain nombre d'aides passeront au niveau régional. Est-ce que vous avez un lieu uniquement consacré au bio? Ah oui, on a des salariés qui s'occupent de ça, on a des commissions là-dessus et on a un travail. Et est-ce qu'entre les agriculteurs aujourd'hui, il n'y a pas parfois de la concurrence ou un regard de l'agriculture traditionnelle vis-à-vis du bio qui est relativement condescendant? Aucun. Là-dessus, aucun. Il n'y a pas de deux camps. Il n'y a pas les bons bio et les méchants traditionnels, ou les bons traditionnels et les méchants bio. Je ne parlais pas des méchants et les bons, simplement... Voilà. Mais je les ai inversés à deux fois. Mais moi non plus. Non, là-dessus, aucun. Il y a des filières où c'est plus facile. Plus facile de faire une châtaigne bio qu'un abricot bio, qu'une pomme bio. C'est la nature, je veux dire. C'est comme ça. Hein. Mais il y a des filières où c'est plus facile. Mais de toute façon, il y a une volonté permanente de tous les agriculteurs de travailler bien sur le plan gustatif et sur le plan sanitaire. Et le bio le permet plus que l'agriculture traditionnelle? De travailler bien. Oui, de remplir ces deux objectifs. Non, les deux catégories le permettent. Et vous, président de la Chambre d'agriculture, vous avez besoin de communiquer là-dessus, justement? Oui, on a besoin de communiquer. Quand je disais tout à l'heure que j'étais inquiet parce que la production bio augmentait plus vite que la consommation, ça c'est une vraie problématique. C'est la production, c'est pas la consommation qui augmente plus vite à tel point qu'on est obligé d'importer du bio, d'ailleurs, ce qui n'est pas excellent pour les bilans carbone. La phrase, elle est pas vraie dans tous les secteurs. On a aujourd'hui des producteurs de lait en bio qui ne trouvent pas un marché de lait bio. On a des producteurs de vin en bio qui ne trouvent pas encore un marché. Parce que la consommation... Parce que les circuits de distribution ne sont pas suffisamment bien installés? Non, parce que le consommateur n'a pas forcément... Et là, on va vous opposer, c'est le prix du bio, évidemment. Oui. Ah ben attendez... mais comment on en sort de ce cercle vicieux? On n'en sort pas. Si le bio est un marché, est un petit marché, forcément les prix sont plus élevés, donc il reste petit. Non, c'est pas un problème de taille du marché. C'est un problème de conditions de production. C'est pas pareil. Pour produire bio, ça coûte souvent un petit peu plus cher. Et il faut pouvoir reporter ce prix. J'ai dit un petit peu plus cher, c'est pas attention. Hein. Il faut pouvoir reporter ce prix sur le prix de vente du produit. Vous faites du bio, vous d'ailleurs? Non, à titre personnel, non. Pourquoi? Parce que peut-être que quand on n'est pas souvent présent sur son exploitation, ça pose d'autres problèmes. Et le bio, c'est avant tout un suivi permanent, un contrôle, etc. Et il y a des risque plus élevé aussi. Un risque beaucoup plus élevé, c'est clair. Hein. Attendez, quand je parlais de la météo tout à l'heure et de ces problématiques-là, il y a des agriculteurs cette année qui, en traditionnel, auront de gros problèmes, et en bio, qui auront aussi encore plus de problèmes. Est-ce qu'il faudrait une catégorie intermédiaire? On parle beaucoup d'éco-agriculture aujourd'hui. Ah oui, c'est le terme c'est le terme approprié par M. le ministre. Ouais. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on soit tous dans une agriculture responsable. Vous savez, et c'est l'Europe et c'est la PAC, justement, qui doit donner cette impulsion-là? Elle peut.
Elle peut, mais elle n'est pas la seule. L'État français le fait. Faisons en sorte, en France, de ne pas laver plus blanc que blanc. Chaque fois que l'Europe met un règlement, de ne pas mettre un cran supplémentaire pour dire on est meilleur. Parce que ça nous pose d'énormes problèmes. Merci beaucoup Jean-Luc Flogère, et pardon encore une fois d'avoir écorché votre prénom tout à l'heure. Merci d'être venu sur le plateau. Je suis particulièrement content qu'on ait consacré une voie libre sur la question agricole. On pourrait en faire des émissions tant le sujet, la réalité, les enjeux sont vastes. Merci Paul, la semaine prochaine, c'est vous qui reprenez les rênes de la voie libre. Notre invité sera, vous me le rappelez ? Erwan Binet, député PS de l'Isère et qui était le rapporteur du mariage pour tous. Voilà, merci à tous ceux qui ont contribué à la fabrication de cette émission. Pascal Denot, Francis Bernet, cette émission réalisée comme souvent par Denis Milan et préparée avec Adrien Gros-Radenez. Très bonne journée à vous sur France 3.